Comment tu vas, Hakim? Ah, très bien, merci frère Los Locos, merci pour ton invitation encore une fois. Franchement, ça fait. Merci à toi de monter aussi. Hein, tu nous honores de tes Alors, moi, je analyses et de ta visite. j'irai pas jusque-là, mais bon, franchement, ouais. En tout cas, je suis content d'être ce soir avec vous, moi, de histoire de partager, de discuter. Et j'ai bien écouté ton cocktail d'informations là, hein. C'était pas mal, hein, cette petite chronique là ça change un petit peu voilà, de l'actualité qu'on écoute, on va dire pour l'instant qui est dirigée sur la Syrie. Donc ça m'a saoulé un petit peu entre guillemets. Ouais, Et donc voilà, c'est pareil. ça m'a. C'est pareil parce qu'en fait, il y a une petite rage de voir un pays se faire détruire et son voisin l'attaquer traîtreusement maintenant qu'il est désarmé. Et puis l'info, elle est morose. Donc moi, je suis comme toi. Hein. Une fois que j'ai fait alors l'édito volontairement, je le fais au réveil. Quelle que soit l'heure du réveil, je le fais là et j'essaye d'être le plus frais possible. C'est-à-dire que je vois pas les articles avant et puis j'essaye d'être naturel pour donner une tonalité, pour pas réciter un truc ou voilà. Mais après, on est tributaire de l'actualité et l'actualité, elle est pas. Est-ce que l'actualité n'est plus passionnante ou est-ce que nous qui passons notre temps à l'analyser, finalement, on arrive au bout aussi de nos analyses des fois? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Hakim? Ben, en fait, c'est pas qu'on arrive au bout de nos analyses, on arrive au maximum de ce qu'on peut expliquer, et puis on est face à une situation. Et puis voilà, comme tu dis, il y a tellement de paramètres en jeu, puisque là, aujourd'hui, on a plusieurs conflits. Donc ça commence à devenir de plus en plus compliqué. On va dire avant, on jonglait avec deux oranges. Là, on commence à jongler avec presque quatre oranges, et plus on va en voir, et à un moment donné, ben, on ne pourra plus jongler, tout simplement. Donc c'est un petit peu C'est quelque ça. chose qui nous dépasse aussi, tu C'est vois. ça. C'est ça. Mais on avait quand même tous, à notre manière, avec une mention spéciale Albator, on avait tous à notre manière anticipé la situation actuelle qui ne fait que s'empirer. Encore une fois, hein, on a poussé d'un cran. Hein. On est tellement habitué qu'on le voit pas, mais par rapport au mois dernier, on est monté encore d'un cran. Et est-ce que ça va pas péter, par exemple, en Libye, où on a une configuration un peu pareille? Il y a un pourrissement, il y a deux Ouais. gros qui soutiennent deux factions. Vas-y, pardon. Ah non, je t'en prie, vas-y, continue. Non, Ouais, vas-y. Ouais, voilà. Est-ce que ça va pas péter en Libye maintenant? de toute façon, ça a déjà pété, parce que tu l'as dit tout à l'heure. Mais je veux dire, quand tu regardes tous ces pays dans l'état où ils sont, ben, on ne peut pas dire que ce sont des États qui sont debout. Ils sont complètement sclérosés par la guerre civile, on va dire, la corruption, enfin, tous les mal de la terre. Donc, un pays comme ça ne pourra jamais se développer. Et d'ailleurs, c'est ce qui est recherché, c'est de les maintenir justement dans cet étouffement, que pour le jour où ils en ont besoin, ben, comme la Syrie. Donc, ils avaient besoin de la Syrie, ils ont juste mis la clé, ouvert la porte, ils ont juste trouvé un Zelensky façon orientale, et voilà, et tout le monde a suivi le nouveau Zelensky, quoi. Tu vois, en se demandant même pas à qui profite le crime. Je veux dire, tu as un monde arabe qui est complètement sclérosé par son nationalisme, où ça. Allez, j'arrive pas à comprendre comment les gens en arrivent. Tu vois Netanyahou, tu vois tous les chefs d'État, je veux dire, satanistes qui applaudissent des mains. Et surtout Netanyahou qui te dit que c'est une véritable victoire pour Israël. Non seulement en plus ils prennent des terrains, mais en plus il t'explique, il te dit textuellement que ça va faire une réaction en chaîne dans le monde arabe. Et comme ça, même comme ça, les gens ils se disent, ben non, c'est pas grave, on a récupéré la Syrie. Mais c'est qui a récupéré la Syrie? Ce ne sont pas voilà, pour le Non, compte mais de ça, qui surtout? c'est la lâcheté, la stupidité du monde arabe, ces commentateurs qui sont prêts à regarder le petit bout de truc alors qu'ils se font filer par derrière. Là, je regrette, je suis désolé, ils ont rien récupéré du tout. Le Qatar et la Turquie ont participé à aider Israël à prendre le Golan, et là, ils viennent de le prendre totalement. Il va pousser son avantage. Ils lui ont permis de poser des islamistes face à lui, c'est ce qui fait que personne n'a bougé pour les Palestiniens, ils bougeront pas pour les barbus de Syrie. Et donc, on a un plan machiavélique qui se met en place et personne ne fait rien, et notamment les principaux concernés, les pays arabes. Donc, ils vont tomber les uns après les autres. Moi, j'ai envie de dire qu'un truc pourri, vaut mieux le laisser aller jusqu'au bout, hein, quelque part. Ben, exactement. En vérité, la bonne réaction de ces soi-disant, on va dire, libérateurs, ben, ils seraient arrivés en Syrie, ils auraient dit à Bachar, tu restes à ta place, tu ne bouges pas de ta place, tu continues à gérer le pays comme tu le gérais. Donc, et tout le monde se remet ensemble. Et après, on verra les comptes, on fera les comptes, on verra
voilà s'il y a des choses à réparer, entre guillemets, s'il faut passer en justice. Mais on fait ça entre nous. On n'a pas besoin des Américains, des sionistes pour nous Mm. expliquer comment faire. Et là, c'est tout Mm. à fait le contraire qui se passe. Donc, Non, non. il légitime entre guillemets, on va dire, allez, l'assassinat de Bachar, entre guillemets. Je veux dire, voilà, moi je le vois comme ça. Donc, à ce moment-là, et encore une fois, je ne suis pas un fanatique de Bachar, hein, c'est clair, voilà. J'essaie juste de faire comprendre aux gens que ça ne va pas profiter à la communauté, ça va profiter plutôt aux satanistes qui élargissent leur plan. Ah Donc oui. aujourd'hui, hier, voilà, je termine par ça, je te redonne la parole. Mm. Le premier, ça a été Saddam, le deuxième, ça a été Kadhafi, le troisième aujourd'hui, c'est Bachar. La question, c'est qui le quatrième et c'est qui les autres qui vont suivre. Donc aujourd'hui, à ceux qui se réjouissent, ne te réjouis pas trop parce que demain, ça va être ton tour. Voilà, je te remets la parole. Ah, mais totalement d'accord avec toi. Alors moi, il y avait plusieurs points qui, là, je vais orienter un peu le débat. On va essayer de faire avancer l'analyse. Plusieurs points. La question kurde, parce que les Kurdes, je pense qu'ils vont être croqués, mais juste avant. Moi, là, avec le recul, maintenant, on a quand même une petite semaine. J'ai pas tout compris, mais il y a un truc. En tout cas, il y a quelque chose. On nous l'a fait à l'envers. Alors attends, je vais m'expliquer. Il y a une armée qui s'effondre trop vite, qui a été contactée. Il y a un pays qui savait à l'avance qu'il allait avoir une offensive qui avait été prévenue depuis le mois d'août et qui n'a rien fait pour. Un président qui ne fait rien pour se défendre alors qu'il avait les moyens. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à expliquer, qui sont pas rationnelles. J'irai pas jusqu'à opter pour la version d'Abou, de Ner, que je respecte, il n'y a pas de problème, mais il y a quelque chose qui tient pas dans l'histoire de l'effondrement, machin et tout. Voilà, je sais pas quoi encore, mais en tout cas, les Syriens y ont participé. C'est ça. Deuxième chose, les Kurdes. Je leur souhaite pas, parce qu'à la limite, je préfère que voilà. Mais je pense que les islamistes, ils vont s'occuper des Kurdes. La question, c'est est-ce que les Américains qui n'ont plus besoin des Kurdes vont les garder ou pas dans le jeu? Parce que finalement, si les Kurdes continuent à garder les champs pétroliers syriens, les Israéliens n'auront pas de prétexte. Donc, moi, j'ai peur pour les Kurdes, surtout que militairement, ils tiendront pas et ils risquent d'être les deuxièmes sacrifiés. On l'a vu aujourd'hui, ils ont pris Deir ez-Zor, les islamistes, on va les appeler comme ça, hein, même s'ils présentent deux, trois modérés devant. Et donc, est-ce que les Kurdes, encore une fois, ont misé sur le mauvais cheval et vont malheureusement le payer. Je dis bien malheureusement parce que eux c'est des Syriens quoi. Eux aussi ils vont subir hein, comme tous les Syriens, tu vois. Voilà donc première question, il n'y a pas un truc bizarre dans cette affaire. Je pense qu'il nous manque quelque chose. Et deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses de ce qui va devenir du Rojava, enfin de l'est de la Syrie? Ouais. Ben, la première question, ben, franchement, comme tout le monde, ben, on a tous été choqués de la facilité. Ben, comment on voit bien qu'il y a eu une préparation, qu'il y a eu vraiment un accord en arrière-plan, justement pour voilà, d'un commun accord entre Américains et Russes, ou je sais pas, pour justement, pour qu'il y ait je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, mais en tout cas, je veux dire, on voit bien qu'il n'y a pas eu, que personne ne s'est battu. Ils ont juste ouvert la porte et marché vers Damas, en fait. Il n'y a pas eu il y a pas eu de bombardement ou, tu vois, c'est trop facile. Donc, on voit bien qu'il y a eu et puis, je pense aussi que, d'après ce que j'ai entendu, c'est que les forces de Bachar el-Assad étaient complètement disloquées aussi. Il y avait une désorganisation complète, je veux dire, autour de Bachar el-Assad. Ça veut dire qu'entre guillemets, il tenait plus qu'à un fil, quoi. Donc, même ça, je veux dire, voilà, tout son entourage tombait en lambeaux. Attends, Après, bon, excuse-moi. Moi, je pense que sûrement l'armée de Bachar al-Assad, elle a été noyautée. On lui a ordonné de s'arrêter. Je sais pas qui, je sais pas comment. C'est pour ça qu'elle a pas combattu, parce qu'ils ont quand même fait des combats. Je veux dire, moi, je me suis un peu énervé. Je les ai traités de poules mouillées, mais je me rappelle qu'ils se sont battus partout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et je poursuis un petit peu. Cette armée, elle avait largement les moyens.
de contrer les 30 ou 40 000 vagabonds sur des pick-up qui arrivaient. Elle a abandonné du matériel qu'elle pouvait détruire. Ça aussi, ça m'a intrigué. Ils ont eu le temps de prendre des thunes, de prendre des documents, de trier des documents, de brûler des documents, et ils n'ont pas eu le temps d'exploser des avions, une dizaine d'avions, alors que c'est le truc à pas laisser. Ils n'ont pas eu le temps d'exploser des trucs. C'était comme si, voilà, ils donnaient un petit, clairement, comme à un moment donné le I avec l'Irak, les gars se barraient, leur laissaient le matos. Les gars, ils se sont équipés, ils faisaient leurs courses tout en avançant, tout en se promenant. Et donc, il y a un truc, moi, qui m'échappe dans cette rationalité. Bachar al-Assad a sûrement été trahi de l'intérieur. La Russie s'est fait une raison, parce que je pense pas qu'elle perde beaucoup, la Russie. Comme je l'explique, c'est une perte tactique, c'est base, mais à la limite, elle va économiser beaucoup d'argent, et puis elle se retire au bon moment de ce futur guépier, parce que les Russes, ils avaient deux petites bases là-bas, ils allaient se faire bombarder, ils allaient faire quoi? Envoyer une armée, ils ont pas de troupes déjà. Ils essaient de finir la guerre en Ukraine, ils ont pas de troupes à envoyer ailleurs. Donc voilà, comme il y a quelque chose qui nous échappe. Déjà, écoute, après, moi, c'est une question que je te pose. Est-ce que plutôt déjà, avant de commencer de parler de Bachar, est-ce que je parle pour les Russes, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté pourquoi est-ce qu'on va dire ils auraient abandonné? Est-ce que c'est pas plutôt que Poutine, en fait, il a tellement conscience du conflit dans lequel on a, qui est un conflit majeur. On n'est pas dans une petite bataille de tranchées. Ouais. Là, je veux dire, donc le fait qu'il s'appliquerait, comment dirais-je ça, en Syrie, ben, automatiquement, ben, ça, voilà, ça a des couleurs et des relents de guerre mondiale. Justement, Poutine, lui, il est vraiment, entre guillemets, en fait, il fait ce que devraient faire justement les gens qui, soi-disant, ont conquis la Syrie. Oui. Hakim. Moi, je pense là qu'il y a eu une mise en scène, que tout le monde joue un jeu, que Bachar al-Assad, on lui dit, tu pars avec ton pognon et personne te cassera les couilles, tu iras à Moscou, on vit bien à Moscou. Poutine, lui, c'est une affaire de retirer ses troupes. À un moment donné, c'était plus un investissement. Ils étaient à perte, les Russes. Il y a beaucoup de faucons russes qui voulaient déjà se retirer de Syrie. Ils estimaient que. Il y a un truc troublant, c'est que l'armée syrienne était avertie des mois à l'avance que se préparait une offensive. Elle était avertie du déclenchement, elle était avertie à l'avance de tous les mouvements, et elle s'est laissée faire, elle a même pas creusé une tranchée. Il y a eu une mise en scène où tout le monde a décidé de faire une mise en scène vis-à-vis des populations, vis-à-vis peut-être de l'extérieur. Et Bachar al-Assad, on lui a proposé le marché à la fin. Son armée, on leur a dit quoi? Ben, les gars, ils savent de toute façon que le régime, il tenait difficilement. On leur a proposé un recyclage. On a peut-être proposé la fuite à certains, etc. Et tout le monde y a trouvé son compte. Les Iraniens, qui sont calmes en ce moment, bon, voilà. Les Turcs, parce que eux, ça leur permet. Tout le monde, sauf que les grosses brêles, c'est quand même les pays musulmans, parce que le petit plan à la con des Qataris et de Erdogan, je dis Erdogan parce que moi je respecte la Turquie et les Turcs, mais là sur ce coup-là il m'agace un peu Erdogan. Ce petit plan, il fait beaucoup plus. Vous voyez les amis, on parle de théorie des jeux. On a un petit jeu qui a favorisé un jeu supérieur, des adversaires, des mecs qui gagnent sur le petit jeu. Ça s'appelle une vision court-termiste. Tu vas aller gratter une pièce, tu vas passer devant un billet. C'est Israël qui gagne plus que toi, et c'est ton ennemi mortel dans la région, parce que Israël et la Turquie, c'est des rivaux, et l'Iran. Et là, c'est d'une stupidité ce qui a été fait par le Qatar et par la Turquie. Je dis pas qu'il ne faille pas faire quelque chose, mais il aurait fallu le faire soit bien avant, soit attendre. Là, tu fais le jeu de quelqu'un qui est ton adversaire et qui gagne sur un autre plateau. Et c'est ça. Et on le voit en théorie des jeux sur Patreon pour ceux qui voient ces vidéos et qui les apprécient. Vous voyez, on comprend beaucoup mieux une situation en la formalisant, en la schématisant, en la modélisant. Et là, on retrouve clairement des trucs de théorie des jeux. Et tu vois mathématiquement que c'est stupide. Voilà. Je te redonne la parole. Excuse-moi, je voulais être plus explicatif. Ben, écoute, ben, j'essaie de comprendre aussi, ben, comme tout le monde, hein, comme toi. Donc, moi, voilà. Il y a une mise en scène, il y a un truc. C'est pas. Vas-y, pardon, vas-y. Oui, non seulement c'est une mise en scène, j'en suis intimement convaincu. De toute façon, il n'y a qu'à voir comment ça s'est déroulé. Ça a été beaucoup trop light pour un coup d'État, et surtout dans des pays, voilà, comme ça, quoi. Normalement, ça aurait dû bombarder de partout. Mais bon, ça a été tout à fait le contraire, quoi. Ça a été une rentrée tranquille, quoi, sans faire de bruit. Mais pour moi, c'est quand même un coup dur pour la Russie. Parce que même si elle a que deux bases là, je veux dire, ça commence à devenir, on va dire, inquiétant pour elle. Parce que si elle commence à perdre, je veux dire, la première fois quand Kadhafi a été tué,
c'était, on va dire, le mur de trop pour la Russie. C'est pour ça qu'elle est intervenue en Syrie. Mais là, on voit bien qu'elle s'est retirée. Donc, moi, je me pose la question. Hakim, c'est une petite perte et il vaut mieux partir de Syrie et s'occuper de la Géorgie qui est 10 fois plus importante dans le Caucase à la frontière russe. Et là, les Russes, ils rentreront avec leurs troupes. Hein, si jamais il y aura pas de deuxième Maïdan là-bas, hein. Il y aura pas un Tbilissi hein, et tout. Mais il vaut mieux quitter. Non, mais la Syrie leur coûtait cher pour rien parce que c'est quoi? J'installe deux bases. Non, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas d'installer des bases. Aujourd'hui, ce qui compte en 2024, quand tu fais de la guerre sérieusement, c'est de tenir un territoire, de le contrôler, comme je l'explique dans la vidéo que j'ai posée tout à l'heure sur Patreon. Je prends un exemple simple. Il faut contrôler un territoire, c'est-à-dire là les bases, mais il y avait tout un tas de paperasses pour faire ceci, pour faire cela. Si tu contrôles un président fantoche, mais pas, je parle pas de la Syrie. Si tu contrôles un président fantoche et que dans son pays tu peux tout faire militairement, tu peux installer des missiles, tu peux installer. Là, ouais, c'est plus intéressant. Là, ça vaut le coup. Mais quand tu as deux bases entourées d'ennemis qui savent où te taper, où te bombarder, qui en saturant ta base aérienne, déjà ils peuvent te bousiller tes avions, il vaut mieux partir. Non, non, franchement, il a peut-être perdu un peu, mais c'était pour éviter de perdre beaucoup. Enfin, c'est mon point de vue. Après, moi, Ouais. Ben écoute, je sais pas. En tout cas, moi, quand même, je trouve que quand les Russes étaient là, il y avait quand même un garde-fou dans la région. Quand même, on Ah va oui, dire, oui, bien voilà. sûr. Là aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire tout est permis. Donc, pour l'instant, on fait croire aux gens que c'est la fête, que la démocratie va revenir en Syrie, que Mm. Walt Disney va s'installer. Bon, franchement, je crois que les gens, ils sont vraiment dans cette utopie-là, tu vois. Mais ils attendent juste le bon moment pour refermer le piège sur eux. Et quand le piège va se refermer sur eux, on va assister, je pense, et j'espère pas du fond du cœur, mais je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. On va voir exactement ce qui s'est passé dans Daesh numéro 1. Là, on est dans Daesh numéro 2. Tu vois, parce qu'il y a trop de conflits internes. Tout le Mm. monde rentre, et c'est voulu d'ailleurs, c'est justement fait pour ça. Si on a apporté, entre guillemets, toutes ces fractions, c'est justement pour qu'elles s'entretuent entre elles. Et de toute façon, même si elles ne le font pas, ben, Isabelle viendra quand même. De toute façon, Isabelle est toujours là présente entre eux. Hein. Donc, quand ça va trop bien, ben, elle appuie toujours sur le bouton qui ben, va enclencher, on va dire, le début d'un massacre, quoi. Je veux dire, c'est pas si compliqué que ça pour eux, tu vois, puisqu'ils ont déjà, comme tu dis, les mains partout. Et je suis d'accord avec toi, Bachar el-Assad, dès le départ, était infiltré. Il avait certainement des gens qui le trahissaient et il le savait. Bien sûr, il n'est pas stupide. Et donc, je pense qu'il maintenait une sorte de liaison du style je sais sans savoir, quoi. Voilà, sans vouloir savoir, tu vois. Hakim, je t'interromps, excuse-moi. Parce que ça m'arrive comme ça. Bachar al-Assad, il a la 4e division blindée, c'est son frère qui la tient. Rien que ça, il aurait pu tenir. Moi, je pense que même Bachar al-Assad, il est dans la mise en scène, qu'on lui a dit, écoute, c'est le moment de transitionner. Tu vas te faire appeler Eva, non, je rigole. Mais c'est le moment de transitionner. Il faut que tu partes. Les Russes, ils ont un peu... ça fait partie peut-être même d'un accord plus global entre Américains et Russes, parce que les Russes, ils ont pas été trop emmerdants. Et même Bachar participe à ça. Et je rappelle que Bachar, il n'est pas à plaindre. Le gars, il part avec ses Ferrari, il part avec 5 millions ou je ne sais combien de dollars, alors que son peuple crevait la dalle. Ce qui montre que c'était pas une bonne personne, parce que être aussi riche quand ton peuple délire, voilà. Mais je pense que même lui, on a dû lui expliquer à un moment donné, écoute, tu pars ou... Et le gars, il est mieux à Moscou avec son pognon et sa femme qu'à Damas où il pouvait se faire tuer à tout moment. Mais de la manière dont il est parti lui-même, alors qu'il avait une division blindée qui pouvait tenir Damas pendant une semaine, appeler les Russes, appeler les Iraniens. D'ailleurs, je m'explique pas, comment se fait-il que les Iraniens envoyaient des troupes et on leur a dit non, non, rentrez pas. Tu vois bien, c'est une grosse mise en scène et la victime, c'est le peuple syrien et puis c'est les gogos qui pensent qu'il y a eu ça. Donc peut-être que Erdogan, il est moins salaud qu'on le pense, même si je trouve que voilà, ça devait pas se faire maintenant parce que ça fait le jeu israélien et les Qataris et les Turcs n'ont pas bien compris la géopolitique sur ce coup. Enfin, Erdogan et les Qataris, voilà. Ouais, mais écoute, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est où est Bachar? Parce qu'on ne sait pas où il est apparemment. Enfin, si quelqu'un a des nouvelles, Bah, qui me les donne. Parce que, officiellement, il est à Moscou. Après, il le montre pas. Ça peut se ouais, comprendre. Maintenant, il y a ouais, des bruits. Il y a beaucoup de bruit aussi.
Et jusqu'à maintenant, ce que je qualifie de bruit, c'est avéré juste. Il y a des bruits qui disent qu'il serait peut-être mort. Donc, moi, je me Oui, prononce pas. oui. Eh bien, Voilà. écoute, pour l'instant, Moscou a catégoriquement, jusqu'à présent, Ouais, a dit ouais, ouais. il est pas chez nous. Et avec le frère Abou, hier, il a fait une vidéo, il montre bien qu'il y a un vol qui est parti Mm, de Syrie, appartement avec Bachar dessus, mm. et qu'il s'est fait tirer dessus en plein vol, et que l'avion, apparemment, ben, il n'a pas atterri. D'après, il y a même une source de chaleur, on voit où l'avion a explosé. Après, Ouais. je ne sais pas. Voilà, c'est à vérifier. Donc, Non, non, mais moi, je pense que, vous avez voilà, raison. Voilà, il faut rester prudent. Faut rester prudent. voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans la première guerre du Golfe, tu as vraiment un escadron de Tsahal qui s'est vraiment fait passer pour des pilotes irakiens et ils ont été chercher des mecs là-bas, ils les ont embarqués, certains ils les ont pris avec eux pour les interroger, on va dire, en profondeur, mais d'autres, ils les ont jetés de l'avion, tu vois, en croyant que les mecs, ils étaient un petit peu dans le même état d'esprit que Bachar. Ça y est, je veux dire, ces gens sont démoniaques. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Ben, parce que je pense qu'ils ne peuvent pas non plus trop se mettre en avant. Voilà. Mais laisser Bachar vivant, pour eux, je ne pense pas que c'était quelque chose de positif. Donc, il fallait l'éliminer, comme ils ont éliminé Kadhafi, euh, Mm. Saddam Hussein et Bachar el-Assad. Tu vois, je pense, j'espère pas, bien sûr, parce qu'il y a quand même sa famille avec. Lui, voilà, j'en pense ce que j'en pense, tu sais bien. Mais j'espère quand même pas que c'est ça enfin, voilà. Ça à vérifier en tout cas, ça à suivre, parce que personne ne Voilà, sait où il est jusqu'à présent. voilà, c'est ça. Personne ne sait. Puis dans le chat, ils disent, mais pourquoi il s'exprime pas? Et c'est vrai que c'est une bonne question. Donc, Exactement. donc moi, ceux qui pensent qu'il est mort, moi en tout cas, je vais rester prudent. Je sais pas. Et les deux trucs sont possibles. Mais j'ai envie de dire 60-40, peut-être pour votre version. Ah, moi, je vais rester à 50-50. Mais c'est vrai que la version, il est mort, c'est peu. Ouais, ouais. J'écarte rien. Ben, écoute, Dieu seul le sait, on le verra, et les protagonistes, bien sûr, Ah, parce s'il y qu'il y a en a. des arguments. Il y a un avion qui décolle, un gros cargo porteur qui correspond au Voilà. type d'avion qu'il doit, et puis d'un coup il se fait toucher par un missile, et puis on sait plus trop, et puis on n'entend plus le Bachar. Donc oui, on a un droit légitime de se poser des questions, effectivement. Donc faut voir. On va attendre un petit peu, et si on le voit pas du tout, sa mort. Alors attends, s'il est mort et que les Russes mentent là. Là, ils vont prendre un coup quand même au moral et ils vont prendre un coup à leur prestige, les Russes. Parce qu'ils auront pas, je pense que dans le deal, ils ont dû lui dire, viens à Moscou et on te protège. Et les autres, ils ont dû lui dire, s'il y a une mise en scène, on te tire pas dessus. Bon, après, le fait qu'ils lui tirent dessus, ça ne veut rien dire. Ils ont pu se dédire. Mais si Bachar al-Assad est mort, on va dire, putain, Poutine, il n'est pas capable de protéger ses alliés. En tout cas, ça sera exploité comme ça. Et donc, peut-être que Moscou, si jamais il est mort là, elle veut pas révéler ce qu'il en est parce que ils ont peur de passer pour des cons. Aussi, ouais. Écoute, tout, moi, voilà, c'est fort possible d'ailleurs, hein. Et d'ailleurs, moi, en tout cas, je comprends pas son silence. Pour moi, un chef d'État qui disparaît, ben, Ben oui, comme... ah ouais. minimum 24 heures après, style général de Gaulle, quoi. Tu vois, style Ouais, quand il ouais, était en ouais, Angleterre, bien sûr, bien française, sûr, française, tu vois. Là, bien sûr. Walou, tu vois. Donc, voilà, ben, point d'interrogation quand même, tu vois. On te chasse de chez toi. Ben, la première chose en tant que chef d'État, c'est de te dire, voilà, que tu as subi une injustice et que tu es, tu sais, le truc, allez, Mmh, mmh. classique qu'on entend, là.